Économie et société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay. Bonjour, bienvenue et merci d'être à l'écoute de cette émission. Simon-Pierre Savard-Tremblay au micro d'Économie et société sur les ondes de Radio-VM pour la prochaine demi-heure. Un livre marquant il y a plusieurs années, un livre marquant des années 60, en fait, Les Fous crient au secours de Jean-Charles Pagé. Témoignage d'un ex-patient de Saint-Jean-de-Dieu. C'est un livre qui avait beaucoup fait parler à l'époque parce que c'était un homme qui, si je ne m'abuse, avait des problèmes d'alcool et qui s'était retrouvé en hôpital psychiatrique pour ces raisons-là. À l'époque, en fait, on parlait d'asile davantage, donc un esprit d'isolation beaucoup plus qu'un esprit finalement de soins médicaux. C'est un livre qui a fait évoluer aussi beaucoup la psychiatrie au Québec, mais c'est un livre aussi qui est réédité depuis la semaine dernière environ, grosso modo. Et c'est cette réédition est le fait de Jérémy Daverna et d'Anaïs Dupin. Et j'ai avec moi en studio Jérémy Daverna qui travaille qui a étudié en histoire et qui travaille dans le milieu communautaire en défense des droits et dans la lutte contre la pauvreté. Bonjour Jérémy Daverna. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ça fait plaisir. Alors écoutez, pour commencer, pourquoi avoir réédité cette espèce de vieux classique de la littérature des années 60? Ben en fait, Anaïs et moi, on avait suivi à l'époque une formation en défense des droits en santé mentale dans un groupe communautaire qui s'appelle Action Autonomie et qui signe d'ailleurs la postface de la réédition. Puis le livre était vraiment présenté comme le début de l'histoire de la désince, la désinstitutionnalisation, et aussi un premier témoignage. La première fois qu'on savait un peu directement ce qui se passait dans les asiles, la première fois qu'on amène la notion de défense des droits en santé mentale pour les personnes psychiatrisées. On a cherché à le lire et on l'a pas trouvé. Donc là, on s'est dit, c'est un livre important. C'est un livre important pour la Révolution tranquille. C'est un livre important pour l'histoire de la psychiatrie. Donc, on a décidé de le rééditer en amenant autour... On a réédité le texte original de Jean-Charles Pagé, la postface originale de Camille Lorrain qui a fait grand bruit à l'époque. Puis, on a aussi rajouté une postface d'Action Autonomie un peu qui pose les mêmes questions qu'à l'époque. Mais on peut dire, en 2018, on est rendu où par rapport à ce qui était dit dans le témoignage original? Avant d'y aller peut-être sur l'importance qu'a pu avoir le livre, parlons du livre en lui-même. Alors, Jean-Charles Pagé, c'est quelqu'un qui a des problèmes d'alcool, c'est ça? Oui. À la base? Oui. Il a écrit un livre après celui-là qui parle de son parcours d'alcoolique. C'est comme ça qu'il se présente. Ce qu'on comprend dans le premier chapitre du livre s'appelle Le dernier lendemain de la veille. Donc, il est en état d'ébriété. Il se rappelle pas comment il rentre à Saint-Jean-de-Dieu. Mais on lui connaît pas. Lui, il présente pas d'historique de psychiatrie. C'est pas quelqu'un qui est impliqué dans la lutte ou c'est pas un militant. C'est vraiment un vendeur d'assurance de 28 ans qui, en 60, est admis à Saint-Jean-de-Dieu puis il se rappelle pas pourquoi. Il se rappelle pas pourquoi. Donc, autrement dit, on est loin de quelqu'un qui a des problèmes mentaux. Il y a des problèmes d'alcool, mais c'est pas un cas d'asile, si on peut dire, parce que c'était le terme de l'époque. Là. Ben, à l'époque, toutes les questions d'intoxication, la toxicomanie, le jeu compulsif, puis l'alcoolisme, aujourd'hui, c'est traité un peu différemment, quoi qu'il y a encore des liens avec la santé mentale, mais il faut savoir que la santé mentale, c'était pas super défini à l'époque. Là. Fait qu'on retrouve autant des cas chroniques, comme par exemple des personnes qui souffrent de schizophrénie, des personnes Alzheimer aussi, que des épileptiques, des dépressifs. La déficience intellectuelle n'est pas séparée de la santé mentale. Elle se retrouve à l'asile aussi. Et puis, tous les problèmes d'intoxication. Parce qu'en même temps, on a l'impression qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de maladies mentales. Si on lit le DSM, par exemple, on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de maladies mentales qu'à l'époque, pourtant. Ouais, ben ça, c'est une vaste question. Il y a toute la question. Ben, c'est ça. Nous, on a voulu amener une pensée critique par rapport à la santé mentale aussi. Parce que santé mentale, ça a comme le dos large. Il y a énormément de diagnostics. Là. Le DSM, c'est le manuel diagnostique qui est produit par l'Association américaine des psychiatres. Puis, on est passé à la base de 5 grands diagnostics. Puis aujourd'hui, on est à des centaines et des centaines de diagnostics. Fait que on pathologise beaucoup nos comportements dans la société d'aujourd'hui. À l'époque, on pouvait plus dire que tu étais bizarre, mettons, sans que ça soit une pathologie. Aujourd'hui, énormément de gens sont traités, puis c'est un peu ça qu'on a voulu questionner aussi dans le livre, c'est-à-dire qu'on aborde toujours les questions de ça va pas bien dans notre vie, on a des problèmes de santé mentale à travers l'angle diagnostique biomédical. Mais lui, Jean-Charles Pagé, pour un problème d'alcool, il se retrouve en dedans. Ouais. Qu'est-ce qu'il raconte dans son livre? Il raconte sa grande quête pour sortir de là. Ça dure à peu près 1 an. Il est à Saint-Jean-de-Dieu. Donc, à l'époque, juste mettre en contexte, Saint-Jean-de-Dieu, c'est ce qui est devenu Louis-Poète Lafontaine, qui est aujourd'hui l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal. Donc, le gros building là, sur le bord de la 25 dans l'est de Montréal. Donc, il se ramasse là. Il est en chambre d'isolement quand il se réveille. Il demande pourquoi il est là. Personne ne lui répond. Puis, pendant 1 an, lui, il se juge, en fait, assez rapidement. Il dit, j'ai un problème d'alcool, mais je me juge saint d'esprit. J'ai une femme, j'ai un travail qui m'attend. Je veux
retourner dans ma vie, puis il est pas capable de voir un médecin, il est pas capable d'avoir son congé. Donc, il raconte un peu tout ce qui se passe dans l'asile, puis toutes les exactions qui sont faites ou tous les mauvais traitements. Il raconte les électrochocs, la contention, la médication, tout le quotidien religieux aussi, comment ça se passe avec les heures de la Providence, la présence de la prière, le fait qu'il n'arrive pas à avoir un soutien thérapeutique, qu'il n'y a pas de psychothérapeute en tant que tel là-bas. Donc, c'est ça. C'est vraiment son année à un peu errer dans Saint-Jean-de-Dieu, puis raconter ce qu'il voit, puis donner la parole à ses camarades d'infortune. Est-ce qu'on parlait d'hôpital à l'époque ou plus d'asile? Puis il y a une différence quand même. Dans l'asile, on a plus l'idée que c'est un peu comme une prison, c'est-à-dire on cherche pas vraiment à comprendre, c'est plutôt l'idée qu'on veut vous isoler, vous nuisez à la société, tandis que l'idée d'hôpital, c'est qu'on sort de là guéri en bout de ligne. Ben, il y avait déjà la notion d'hôpital psychiatrique à l'époque. Déjà à l'époque. Ouais, c'est ça. Le livre, ça a été contesté aussi. Le témoignage de Pagé, il est très, très intéressant puis il est fondamental, mais il est aussi utilisé par la nouvelle gang de psychiatres, dits les modernistes de l'époque, Camille Lorrain, Bédard, tous ceux qui ont signé le rapport, qui a suivi le livre, on en parlera tantôt. Mais puis la manière que c'est présenté, c'est comme si l'asile était complètement dans l'obscurantisme, puis qu'avec la prise en charge, si on enlève la prise en charge des malades aux communautés religieuses, qu'on les ramène sous supervision médicale, ben là, on va atteindre la grande lumière du progrès, la modernité. C'est les années 60, c'est un peu l'esprit du temps, mais il faut savoir qu'il y a des médecins là, qui officient dans l'asile depuis le 19e siècle. Là. Ils sont là. C'est juste que ils ont le contrôle médical, mais ils n'ont pas le contrôle administratif de l'asile. L'asile, ça appartient, c'est une entité privée qui appartient aux Sœurs de la Providence, aux congrégations religieuses, même chose à Québec avec Saint-Michel-Archange, mais ils sont là. Mais ils disent qu'ils ont envie d'être plus là, puis le livre va justement servir à cette espèce de changement de paradigme-là où on va faire passer le contrôle de la folie de l'administration religieuse à vraiment l'autorité psychiatrique. Justement, vous en parlez, c'est un livre qui, à l'époque, a fait beaucoup de bruit. Ça a vraiment l'effet d'un électrochoc. Oui. Ça force à revoir beaucoup la psychiatrie. Avant d'y aller au niveau des effets en profondeur, puis vous venez de l'aborder un peu, Camille Lorrain, qu'on connaît beaucoup sur la loi 101, ouais, qui a été un ministre très, très important de l'histoire du Québec moderne, mais qui avait une pensée beaucoup plus profonde, puis on le voit avec ce type de texte-là, signe donc la postface du livre. Lui qui est un psychiatre qui est renommé, il incarne beaucoup la nouvelle psychiatrie, il vient d'Europe, il a été formé en Europe, exact. Donc il incarne beaucoup le renouveau de la discipline. Lui accorde une crédibilité incroyable à ce livre-là, là, en signant la postface. Oui. Lui, il croit complètement M. Pagé. Puis il va dire, enfin, on a quelque chose, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que Lorrain, ça fait à peu près 10-15 ans, vous l'avez dit, là, il y a un programme, il y a beaucoup d'échanges à l'international pour les étudiants en psychiatrie après la Deuxième Guerre mondiale. Donc, ceux qui sont formés en psychiatrie à l'Université de Montréal, à l'Université Laval, vont aller en Europe, puis aux États-Unis, puis côtoyer un peu des nouvelles façons de faire. On parle d'équipes multidisciplinaires, de psychanalyse en Europe, c'est très fort, la psychothérapie. Donc, il ramène ces idées-là ici, mais il n'est pas capable un peu d'opérer ce changement-là parce que les tenants de la vieille garde, en tout cas, c'est comme ça qu'il l'a présenté dans le livre. Après ça, il y a sûrement des nuances. Eux, ils restent un peu plus dans les vieilles théories. Donc, oui, Lorrain, il croit Pagé, puis il dit, regardez, là, il utilise ce qu'il dit dans le livre, il se passe ça n'a pas de bon sens. Il faut traiter ces gens-là, puis il faut s'occuper de la santé mentale comme n'importe quelle maladie parce que c'est curable. C'est pas une punition de Dieu, c'est pas un état qu'on est pris avec puis qu'il faut juste soulager, on est capable de le guérir. Donc c'est vraiment cette idée de progrès médical que Lorrain va amener. Puis c'est une postface, quand on la lit, c'est très, très humaniste. Là. Après ça, qu'est-ce que ça s'est réalisé? On ne sait pas trop. Là. Mais dans ses intentions, lui, est vraiment... ce qu'il dit, c'est qu'il faut remettre le malade au cœur de l'intervention, croire les personnes, la primauté de la personne, la dignité du malade. Il est vraiment là-dedans. Donc, il va complètement endosser le témoignage de Pagé. Vous êtes toujours à Économie Société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay au micro de Radio-VM pour encore 2 segments de cette émission, c'est-à-dire environ une vingtaine de minutes. Je reçois donc, je le rappelle aujourd'hui, Jérémy Daverna qui a copiloté avec Anaïs Dupin la réédition d'un livre très très important des années 60, Les Fous créés au secours, témoignage d'un ex-patient de Saint-Jean-de-Dieu de Jean-Charles Pagé qui a beaucoup fait évoluer la discipline et écoutez, en fait, j'allais dire qu'il a fait évoluer la manière de gérer les hôpitaux psychiatriques, mais c'est lui qui va me le dire. En fait, c'est l'impression que j'ai, mais c'est à lui de me le dire. Ça a eu un impact, là, vraiment, aussi sur la gestion interne. Quand c'est sorti, ça a été très médiatisé. Oui, complètement. Faut dire que c'est ça. Il y a un impact médiatique je pense qu'on pourrait pas voir aujourd'hui parce qu'évidemment, il y a beaucoup moins de médias à l'époque. Là. On a 3 grands journaux à Montréal, Radio-Canada, TVA ou Télémétropole n'existe même pas quand ça sort. Là, ça va arriver quelques mois après. Donc, il y a toute une campagne médiatique. Puis,
l'effet est très fort parce qu'il y a d'un côté les psychiatres avec les nouvelles idées, ceux qu'on a appelés les modernistes, qui veulent lancer une petite bombe dans l'espace public, mais il y a aussi toute une intelligentsia un peu libérale de l'époque, la gang de Cité Libre, qui cherche à sortir le clergé. La gang de Cité Libre, on parle de la revue dirigée par Pierre-Éliott Trudeau. Oui, effectivement, à laquelle a collaboré Vadeboncoeur, Lévesque, Guy Rocher, un paquet de monde. Puis Jacques Hébert, l'éditeur de Les Fous qui au secours à l'époque, aux éditions du Jour, collaborait aussi. Donc, toute cette nouvelle petite gang intellectuelle-là, très libérale, pas au sens d'aujourd'hui, mais au sens de l'époque, qui veut finalement nationaliser plein de services puis un peu tasser l'Église. Donc, c'est deux communautés d'intérêt finalement qui se rencontrent à travers la publication de cet ouvrage-là, la communauté moderniste des psychiatres et puis cette petite nouvelle élite libérale-là. Et, qui devait effectivement, l'une devait se reconnaître dans l'autre. Exactement, ils ont des intérêts communs. Donc, comme Camille Lorrain lui-même militait dans les jeunesses catholiques à l'époque, mais qui est un groupe très moderniste aussi. Oui, c'est ça. Donc, ils se connaissent, ils se parlent. Hébert, ça fait longtemps, l'éditeur qui travaille sur cette question-là, il a publié Scandale à Bordeaux, où il remet en question la gestion de l'aide psychiatrique de Bordeaux. Il publie Les insolences du frère Untel de Jean-Paul Desbiens aux Éditions de l'Homme, qui remet en question la gestion de l'éducation par le clergé et la pauvreté du français. Donc, c'est tout un programme sur lequel il travaille. Puis c'est Hébert, d'ailleurs, qui va appeler Lorrain en disant « J'ai reçu un témoignage, il est incroyable, veux-tu faire la postface? » C'est ce qui est raconté dans la biographie de Lorrain. Oui, puis Lorrain avait prévu son coup quand même. Il avait appelé même le clergé aussi. Il avait vérifié ses affaires pour que stratégiquement, ça fonctionne. Oui. Pour pas se mettre à dos non plus, les gens du clergé. Là. Et oui, parce que Lorrain, c'est un croyant aussi, c'est un catholique. Très croyant. Oui, c'est ça. Donc, lui, il veut opérer cette espèce de changement de paradigme-là, puis que les psychiatres prennent le contrôle, mais il veut aussi soigner certaines alliances, ou en tout cas, il veut pas se mettre à dos le clergé. Donc, il va voir carrément le cardinal Léger pour lui demander d'endosser sa postface. Il va voir Bonin, qui est le doyen de la faculté de médecine. Il prépare un peu le terrain. Mais oui, l'impact va être direct, notamment parce que les éditorialistes ou les grands journalistes des médias sont aussi des amis de Hébert et de Lorrain. Notamment André Laurando, qui va faire un éditorial le lendemain de l'apparition du livre, Gérard Pelletier à la presse. C'est des gens qui ont collaboré ensemble. Laurando, il a fait la préface des insolences du frère Untel. Ça se connaît, là. Donc, ça se parle, puis l'effet réussi, finalement, c'est que c'est une bombe médiatique quand ça sort. Donc, une bombe médiatique, mais beaucoup de bruit pour rien, ou est-ce qu'il y a des changements effectifs qui suivent immédiatement? Des changements très rapides. En fait, moins d'un mois plus tard, le livre sort le 15 août 1961. Le 9 septembre, le ministre de la Santé du gouvernement Lesage, Alphonse Couturier, appelle une commission d'études. Donc, c'était très, très rapide. La commission d'études va être composée de Dominique Bédard, de Charles Roberts et de Denis Lazure, et lui aussi futur ministre au Parti québécois, qui sont dans la même communauté d'idées que Lorrain. Et ils vont rendre leur rapport en mars 62, rapport qui va pas mal directement dans le même sens que la postface de Lorrain, en étant peut-être encore plus critique envers les communautés religieuses. Donc, pour des équipes multidisciplinaires, de l'accompagnement, de la prévention. Le point principal de cette commission-là, c'est qu'il faut désinstitutionnaliser, il faut fermer des lits d'hôpitaux, réduire la taille de ces monstres-là que sont les asiles et créer un réseau dans la communauté qui permette aux gens qui ont des problèmes de santé mentale ou qui sont psychiatrisés, de rester chez eux le plus possible, de garder leur travail, de ne pas être coupés de leur famille, parce qu'ils disent « c'est pas thérapeutique d'envoyer des gens dans l'asile ». Après ça, c'est sûr que ça se fait plus lentement, mais oui, les années 60, on réduit tranquillement. Il y a un deuxième rapport qui arrive en 71, le rapport Castonguay-Neveu de Claude Castonguay, le père de l'assurance maladie, où on va peut-être un peu diminuer le rôle des psychiatres dans l'administration des soins puis faire plus de place aux technocrates. Mais oui, c'est vraiment ça qui pave la voie à 20 ans de désinstitutionnalisation, dans lequel on va fermer 80% des lits des deux plus principaux asiles au Québec. Est-ce que c'est quelque chose qui implique aussi la médicalisation de la plupart des problèmes, ou est-ce qu'on n'est pas là-dedans vraiment à ce stade-ci? Non, on est là-dedans, on est directement là-dedans. Lorrain, il y a une grande fois aux médicaments. Ça commence, en fait. T'sais, les principaux, les neuroleptiques, c'est développé à la fin des années 40. La Deuxième Guerre mondiale, ça a vraiment été un laboratoire aussi là, pour toutes sortes d'avancées au niveau scientifique. Donc, le Largartil, le Phénalgan, les principaux anxiolytiques, les neuroleptiques sont développés dans les années 50. Et lui, en disant la santé la folie, finalement, c'est une maladie mentale comme une autre, c'est curable, il croit aux médicaments. Donc, ce qu'il dit, c'est qu'avec le médicament aussi, on n'a pas besoin d'enfermer les gens si ont des comportements dangereux, on va pouvoir agir sur leur comportement. Donc, lui, ce qu'il veut faire, c'est une alliance entre une médication et tout un travail d'accompagnement à travers différentes disciplines de la santé, là, travail social, ergothérapie, psychologie, tout ça. Puis qu'ensemble, ce duo-là va permettre aux gens de ne plus être isolés puis de rester chez eux. Donc oui, il y a une
une foi presque candide, là, si on veut, à l'avancée des psychotropes. Là. À l'avancée des psychotropes, donc les fameux médecins spécialistes qui ont pris leur place, qui ont réservé les actes, qui ont tant fait parler depuis un an à cause de l'entente avec le gouvernement Couillard, ça commence un peu dans ces années-là. Oui, au niveau de la psychiatrie, en tout cas. Je pense que les médecins généralistes ou d'autres disciplines, parce que la psychiatrie, ça avance pas de la même manière que le reste des autres spécialités en médecine. Hein. C'est un peu les laissés pour compte au début, ou les charlatans. Oui, c'est des médecins, ça fait comme 2-3 siècles qu'ils sont associés à la médecine, mais ça reste tellement immatériel, la santé mentale, qu'on n'arrive pas... En tout cas, ils sont vraiment un peu plus seuls de leur côté. Ils vont se développer une crédibilité dans les procès quand il faut juger si quelqu'un est apte ou non à recevoir un verdict, est-ce qu'il était responsable de ses actes. Les psychiatres vont gagner en légitimité. Et là, c'est vraiment avec ce livre-là, en tout cas au Québec, que ça correspond un peu à la moyenne partout en Occident. Là. C'est vraiment au tournant des années 60 que la psychiatrie prend la place qui lui revient. Donc, il y a aussi une espèce de coup d'État, le mot est un peu fort, mais un take-over en bon français d'un groupe socio-professionnel qui se fait naître lui-même à travers tous ces événements-là. Donc, vous nous dites, autrement dit, changements rapides, radicaux même, sur le champ. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Oui, ça, c'est une grande question. Puis c'est pour ça qu'on a... Parce que des institutionnalisations, il y a eu une grosse vague là, dans les années 90 notamment, surtout pour des raisons d'économie budgétaire là, d'ailleurs. Oui. Puis il suffit de se promener dans plusieurs rues de Montréal, puis on croise beaucoup de gens qu'on se dit qu'ils devraient être suivis. Ils ne le sont pas, ils prennent pas leurs médicaments, on les suit pas, on leur donne pas le soutien nécessaire. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Bien, je vais répondre en 2 volets. Le premier, c'est au niveau de l'organisation des soins. Il y en a qui disent qu'on est en train de faire un retour à l'asile. Il y a Hubert Vallot, notamment un psychiatre, qui a dit ça par rapport à ce qui se passe à Québec. C'est-à-dire qu'on recentralise, on ferme des unités de soins psychiatriques dans les hôpitaux généraux, ce qui était une des recommandations du rapport Bédard qui a suivi le livre. Mais sinon, ce qu'on a remarqué, c'est que oui, il y a eu fermeture des lits, mais il n'y a pas eu l'autre bout de la désince qui était de mettre en place un réseau pour que les gens puissent rester chez eux, rester dans leur milieu. Suivi, ouais. Il y a des ressources communautaires qui existent, mais qui sont absolument sous-financées. Les centres de jour, centres de nuit, on n'a pas tant vu ça. Fait que oui, comme vous dites, ce qu'on a vu, c'est le phénomène des portes tournantes, c'est-à-dire que en période de crise, on est admis à l'hôpital, mais dès que ça va mieux, on est un peu éjecté, mais il n'y a rien qui nous attend. Puis le deuxième volet, c'est que le projet de Lorrain puis de la désince aussi, c'était de faire gagner en dignité les personnes qui sont psychiatrisées ou qui ont affaire avec des soins psychiatriques. Et c'est pour ça qu'on a demandé à Action Autonomie, le collectif pour la défense des droits en santé mentale de Montréal, de faire la postface. C'était de dire que ça va pas si bien que ça, là. Bien au contraire. Il y a encore des électrochocs en 2018 qui se donnent à travers la province de Québec. Il y a de la contention, il y a de l'isolement, il y a de la médication forcée, il y a de la stigmatisation. Donc, finalement, un peu triste constat de l'ensemble de ce qui est décrié par Pagé, on a encore plein de témoignages qui disent qu'aujourd'hui, on a peut-être remplacé une autorité pour une autre, puis que c'est pas parce que des psychiatres ont remplacé des congrégations religieuses qu'on va plus croire une personne dans un parcours psychiatrique. Au contraire, on va... l'espèce d'approche paternaliste est encore là. Est-ce qu'il y a eu des erreurs de parcours là-dedans? Ça veut dire, autrement dit, entre les années 60, qui est cette grande révolution de la question, et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des virages? Est-ce qu'il y a des détournements? Oui, il y a un paquet de réformes qui se suivent et qui ne sont pas nécessairement cohérentes. Là, suivent mais ne se ressemblent pas. Exact. C'est que les gouvernements se sont alternés là, entre les administrations péquistes, libérales. Je veux dire, on a eu le virage ambulatoire de Rochon, on a eu Barrette. Des fois, c'est dur de s'y retrouver entre les organigrammes. Il n'y a pas eu de cohérence. Le gouvernement s'est doté de plans d'intervention en santé mentale qui sont sur 5 ans. Là, on est dans l'écart 2015-2020, mais ce qu'on remarque, c'est que les bottines ne suivent pas les babines, là, finalement, puis qu'il y a plein de bonnes intentions, mais en même temps, on réduit les effectifs, puis c'est qu'il y a plein de mesures qui vont pas ensemble. On se dit qu'on veut pas retourner à l'asile, on finance pas nécessairement plus les instituts universitaires en santé mentale, mais on ferme certaines ailes psychiatriques. Il n'y a plus d'ergothérapeutes dans les CLSC, on a mis en place les CLSC, il n'y a plus de médecins dans les CLSC, donc on a comme mis en place plein de choses qu'on a défait tranquillement, fait que c'est un peu le chaos, mettons, pour répondre rapidement. Là. Vous êtes toujours à Économie et Société avec Simon-Pierre Savard-Tremblay pour le dernier segment de cette émission sur les ondes de Radio-VM. Je rappelle que j'ai en studio avec moi Jérémy Daverna qui a copiloté avec Anaïs Dupin la réédition du livre Les Fous crient au secours, témoignage d'un ex-patient de Saint-Jean-de-Dieu. C'est de Jean-Charles Pagé, un livre qui avait fait beaucoup de bruit dans les années 60. Alors là, vous nous disiez avant cet intermède musical, il n'y a pas vraiment de cohérence, les réformes se suivent. À cause, de la politicaillerie du moment, comment on pourrait
qu'on pourrait expliquer ça, l'absence, disons, de volonté politique claire et cohérente dans ces dossiers-là? Je pense que en général dans le réseau, l'alternance a créé l'alternance ou la succession de différentes réformes à la pièce, puis de pas de vision d'ensemble a créé ça. Puis plus d'un point de vue peut-être moins pragmatique, mais plus philosophique, il y a peut-être le fait que en santé mentale, on n'a pas réussi à opérer ce changement-là dans la vision qu'on a de la santé mentale qui est recommandée à l'époque, qui est recommandée par Lorrain. Puis je pense que ça n'a jamais été mis en place, c'est-à-dire que le fou, c'est pas un autre, c'est pas on n'est pas dans l'altérité pure, c'est pas cette autre personne, ce fou dangereux, ce criminel. Parce que c'est comme ça qu'on parle qu'on appréhende la folie, du moins au Québec, depuis le 19e siècle. T'sais, au début, les fous sont vraiment, je les appelais comme ça là, parce que c'est la terminologie de l'époque. C'est le titre du livre. Ouais, c'est ça. Quand on est en Nouvelle-France ou au 18e, au début du 19e siècle, les fous restent dans la communauté, ils restent dans leur famille. Puis c'est vraiment avec l'urbanisation, l'industrialisation, l'arrivée massive d'immigrants d'Europe qui n'ont pas de famille, pas de réseau, qui débarquent, on va créer l'asile. Puis c'est un mode de régulation sociale aussi. C'est comme ça que l'asile et la prison, j'ai jamais vraiment loin. Là. Donc, on a toujours fait passer finalement la protection de la société contre l'indigent, puis le fou dangereux, devant finalement la primauté de la personne, puis la dignité de la personne. Ce qui était annoncé par Lorrain, puis l'intention très humaniste de sa postface, c'est de dire maintenant, avec cette nouvelle façon d'organiser les soins de santé, puis cette nouvelle approche-là, on va remettre la personne au cœur, puis chaque personne va être sa propre experte en termes de c'est quoi son histoire, c'est quoi son récit. Puis c'est bien dommage, mais 56 ans plus tard, ce qu'on remarque, c'est qu'on va encore plus croire la vie d'un psychiatre qui va voir quelqu'un 10 minutes dans son bureau que la personne elle-même qui vit depuis 20, 30 ans avec un diagnostic de dépression, avec des épisodes psychotiques ou d'épuisement professionnel. Puis le tabou, il est encore là aussi. Nous, ce qu'on décrit, c'est qu'il n'y a pas vraiment de discours sur la santé mentale. Puis ce qu'on a voulu faire avec ce livre-là, c'est d'en parler dans le public. Il y en a des discours, mais c'est très individualisant. Là. C'est prends soin de toi, bois bien de l'eau, fais dodo, puis ça va bien aller. Ce qui fait que quand après ça va moins bien, mais les gens peut-être se sentent coupables, mais il n'y a pas de discours sur est-ce qu'on a mis en place une société qui permet aux gens d'aller bien. Même chose pour les gens qui ont des idéations suicidaires. Il y a eu plein d'articles dans l'actualité dernièrement là, de l'Agacé, de Le Coury qui nous disent ça. Fait que le fond philosophique de la désinstitutionnalisation, finalement, non, il n'est pas arrivé. Mais vous dites, on a tendance à plus croire le psychiatre qui va le rencontrer 10 minutes que lui en tant que tel. Mais lui en tant que tel, s'il a des problèmes de santé mentale, c'est que ses perceptions, d'une certaine façon, sont troublées aussi, là. Ouais, mais je vous dirais que ça dépend. C'est ça, c'est qu'on va tout de suite conclure que la personne n'est pas apte à consentir à rien. Or, des fois, quand on a un problème santé mentale, c'est extrêmement large. On parle de la personne, l'infirmière en épuisement professionnel, jusqu'à la personne qui est schizophrène puis qui sait pas, qui entend des choses. Puis il y a tout un monde entre les deux. Là. Dans les deux exemples que vous avez nommés, là, on ne parle pas de la même chose. Là. Non, on parle pas de la même chose, mais en même temps, c'est parce que le consentement, ça se déconstruit légalement aussi. On peut ne pas savoir, on peut se prendre pour Napoléon, mais savoir qu'on n'a pas envie de prendre tel médicament parce qu'en fait, on se rend compte que ça nous écrase complètement puis que ça nous fait nous prendre encore plus pour Napoléon. La personne qui entend des voix, ça se peut qu'elle soit très capable de gérer son budget, ça se peut que... Bon, fait que c'est pas parce qu'on a un diagnostic... C'est ça l'histoire, c'est que quand on se fait diagnostiquer, on tombe dans une catégorie puis c'est comme tout d'un coup si on n'avait plus rien à dire sur sa vie. C'est ça qui est décrit dans la postface, c'est notamment les gens qui sont psychiatrisés. On va souvent considérer qu'ils sont aptes à consentir s'ils obéissent à l'ordre médical. Mais quand il a envie de désobéir, là, on va questionner le fait qu'ils sont aptes à consentir. C'est toujours comme si le fardeau de preuve était un peu inversé, finalement, puis on va toujours juger qu'ils sont pas capables puis qu'on est mieux capable qu'eux autres de décider. Puis ça amène toutes sortes de dérives, là, notamment dans les audiences. Maintenant, il y a toute une procédure là, pour encadrer comment est-ce qu'on prive quelqu'un de sa liberté. Mais il y a un jugement récent de la Cour d'appel là, par la juge Biche qui est venue dire qu'il fallait être plus rigoureux là, dans ces audiences-là pour garde forcée, puis que s'il y a une personne qui va pas bien, il faut l'écouter, même s'il y a deux psychiatres qui disent quelque chose, puis l'Institut qui veut la garder. On ne doit pas écarter sa version des faits, on doit examiner si ça représente un danger, oui ou non. Pas juste conclure a priori qu'elle en représente un, puis espérer qu'elle va être capable de prouver le contraire. T'sais. Mais est-ce que ça peut pas être un peu traître, ça? Je me souviens depuis l'affaire Turcotte, où là, on a commencé à dire, bon, ça y est, tous les criminels vont commencer à plaider ça pour éviter la prison à vie. Ils vont commencer à plaider les problèmes de santé mentale. Turcotte, au
départ avait réussi. Par la suite, il me semble que le verdict a été changé. Modifié, ouais. Donc, autrement dit, est-ce que on n'est pas en train d'ouvrir une porte assez dangereuse d'une certaine façon? Ben là, il faut faire attention. C'est deux choses quand même. Turcotte, lui, il était accusé d'un acte criminel sordide, puis il a utilisé le fait qu'il était pas apte, qu'il avait un problème à ce moment-là, puis que finalement, il n'y avait pas ce qu'on appelle en droit la mens rea, la mauvaise intention d'accomplir le geste. Moi, nous, de ce qu'on parle, c'est des gens qui n'ont pas commis de crime. C'est des gens qui sont sous la loi P38, c'est la loi sur les personnes présentant un danger pour elles-mêmes ou pour autrui. Donc, la personne a un comportement et on a peur qu'elle soit dangereuse pour autrui par l'agressivité ou pour elle-même, c'est-à-dire des idéations suicidaires. Et c'est la seule loi au Québec, c'est une loi d'exception qui permet à quelqu'un d'être emprisonné sans subir de jugement, sans aller devant un juge. C'est-à-dire qu'un médecin peut vous emprisonner pendant 72 heures s'il juge que vous êtes un danger pour vous-même ou pour autrui. Et c'est là où il y a d'énormes dérives. Puis c'est là où on remarque que quelqu'un qui va avoir un parcours de psychiatrisé, tout de suite, on va appliquer cette loi-là, puis parce qu'il dérange finalement. Puis le critère, c'est le danger. On te prive de liberté, c'est quand même quelque chose. T'sais. Puis est-ce que la privation de liberté est réellement thérapeutique quand tu vas pas bien? Ça, c'est l'autre question. Puis c'est celle-là que posait Lagacé dans son texte il y a quelques semaines, qui a publié que quelqu'un un homme qui était suicidaire, qui s'est présenté à l'hôpital pour recevoir des soins. Lui, il voulait recevoir des soins, puis il dit j'ai préparé mon acte, je sais les moyens, tout ça. Puis le psychiatre a jugé qu'il représentait pas assez un danger pour lui-même. Fait que finalement, en appréhendant les questions de santé mentale, toujours à travers l'angle du danger, ben d'un côté, on échappe les gens qui ont besoin de soins qui ne sont pas nécessairement un danger imminent. D'ailleurs, par ailleurs, cette personne-là est passée à l'acte, là. Donc le jugement du psychiatre est à remettre en question. Mais en même temps, le psychiatre il a fait ce qu'il pouvait avec le modèle qu'il avait. Là. Puis d'un autre côté, on va juger des gens dangereux alors qu'ils ne le sont pas, puis on va les emprisonner alors que ce qu'ils ont besoin, c'est peut-être d'un soutien thérapeutique, puis se faire enfermer contre son gré. Pas sûr que ça aide quand on est dans un moment de détresse de sa vie. Donc pour terminer, que resterait-il à faire si vous aviez à vous transformer en conseiller du ministre du ministre de la Santé maintenant, il me semble? Daniel McCann, de la ministre de la Santé. De la ministre de la Santé. Si vous aviez à vous transformer en conseiller de la ministre de la Santé, qu'est-ce que vous auriez à dire sur cette question-là, là, immédiatement? Là? Tout commence toujours par l'argent, c'est plate, là, mais il y aurait... Le nerf de la guerre, dit-on. Ouais, il y a des ressources alternatives qui existent, portées beaucoup par le milieu communautaire. Des fois, certaines communautés religieuses aussi qui accueillent des gens qui ne seraient pas accueillis nulle part ailleurs. Mais dans le communautaire, ça existe les approches les ressources alternatives en santé mentale. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas là pour gérer de la crise, mais qui sont là pour accompagner une personne au quotidien sans l'enfermer dans un diagnostic, puis qui permettent d'avoir des lieux de socialisation, puis de permettre à la personne de ventiler, puis de rester dans sa vie. Ces ressources-là existent. Il n'y en a pas assez, mais celles qui existent ne sont pas financées. Puis sinon, moi, j'amènerais une réflexion plus large sur... puis ça, c'est pas directement à la ministre McCann, mais on avait envie, en publiant ce livre-là, qu'il y ait un débat de société, puis qu'on en parle finalement de la santé mentale. Tout le monde a une santé mentale, mais ça reste encore tabou. Puis qu'on arrête de remettre nos réflexions sur la santé mentale entre les mains des experts en disant « ça, c'est une question d'expertise, on peut pas réfléchir à ça ». Non, on peut réfléchir à ça, puis il faut réfléchir à ça. Donc, détechniciser la question. Tout à fait. Les Fous crient au secours, témoignage d'un ex-patient de Saint-Jean-de-Dieu, de Jean-Charles Pagé, qui avait eu beaucoup d'impact à l'époque. Espérons qu'il en ait aussi dans sa réédition en 2018. Merci Jérémy Daverna qui a copiloté avec Anaïs Dupin la réédition. Merci d'avoir été des nôtres. Et merci de m'avoir accueilli. On vous invite à vous procurer le dit livre dans une librairie indépendante, comme c'est mon habitude à chaque fois, comme vous le savez, quand vous me suivez, je finis toujours par dire c'est important, n'allez pas, ne commandez pas ça sur Amazon, allez dans une librairie indépendante, c'est très important pour le marché du livre. Allez lire ça, néanmoins, ça vaut la peine. C'était Simon Vierge-Savard-Tremblay au micro d'Économie et Société. Sur les ondes de Radio-VM, je vous retrouve la semaine prochaine. Même heure, même poste. Au revoir.